Bonsoir, alors bienvenue à cette séance d'un nouveau cycle La chimie au cinéma qui va se tenir pendant 3 séances dans un premier temps à la Filmothèque avec Twin Peaks Fire Walk With Me, le film donc de Lynch. Ce soir, le cycle se poursuivra ensuite les 29 janvier et 19 février, donc qui sont 2 autres mardis, également à 20h, avec La Nuit du Chasseur et Shining. Donc c'est Stéphane Grovo qui anime le cycle La chimie au cinéma depuis fort longtemps, dans différents lieux, qui va animer la soirée. Je vais lui laisser la parole et nous avons le plaisir de recevoir Paco Mtielman, qui a bien voulu donc nous faire l'honneur de sa présence ce soir pour la première séance du cycle, et qui est l'auteur, entre autres, de 3 essais sur David Lynch, un ouvrage que vous pouvez trouver aux presses universitaires de France. Merci pour votre présence. Donc, merci à Paco pour sa présence. Merci à tous les deux. Et à la Filmothèque de merci à venir, vous. parce que c'est pas tous les cinémas qui font ça, qui font confiance. Cette soirée va être dédiée à quelqu'un qui s'appelle Michel Cazenave, qui est derrière, et qui nous a un peu rassemblés, parce que c'est grâce à Michel Cazenave qu'on s'est rencontrés. Et Michel animait à l'entrepôt un cycle, à l'entrepôt qui est un lieu culturel qui n'existe plus malheureusement. Michel animait quelque chose sur finalement la mythologie et le cinéma. Moi je travaillais un peu sur le cinéma, il m'a interviewé et on a discuté ensemble sur une émission d'Alix TV, tu te rappelles? Voilà. Tout à fait, oui. Donc l'idée c'était en refaisant ce ciné-club ici, tiens, on va parler de Twin Peaks, parce que là vous êtes dans une salle particulière, on va regarder les couleurs. Dans la salle vous avez du noir et vous avez du rouge. Donc le rouge est une couleur particulière, on va parler de feu ce soir. On va parler de noir, de noirceur, et c'est... Voilà. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi non plus. Alors, on est dans une soirée un peu paranormale, il peut se passer des choses paranormales, n'ayez pas peur, tout finit bien à la fin. Et dans Twin Peaks? Non, mais dans le film aussi, le film finit bien. Donc voilà, qui a vu le film déjà parmi vous? Très bien, alors vous allez le revoir. Donc l'idée, je vous explique comment on va procéder. Là, je vais préparer un certain nombre de slides, de diapositives, qu'on va vraiment regarder après. L'idée, je travaille sur la symbolique des images. Donc on est d'accord que dans Lynch, c'est un cinéma, quelque part, du questionnement sur la nature de la réalité. Twin Peaks, c'est un film particulier qui intervient... On peut débrancher l'ordinateur voilà, pour éviter... Parce qu'il y a peut-être un bug lié au raccordement de mon ordinateur. Et on va travailler sans les images dans un premier temps et on trouvera une solution pour après. Alors, en 2 mots, parce qu'il s'agit qu'il faut... Voilà, c'est les aléas de la technologie, c'est pas très grave. Parce que les images, on les a toutes en tête. Alors, l'idée, c'est de repérer dans le film les images qui vont vous marquer, qui vont vous questionner, et on va en parler ensemble, parce qu'on a tous des images de Twin Peaks. Donc David Lynch, en 2 mots pour le présenter, c'est quelqu'un qui, à une époque, voulait devenir peintre. Et à un moment donné, il se met à peindre, et il voit qu'il y a du vent qui rentre dans sa peinture, et il dit tiens, il y a quelque chose autour du son et de l'image, et je vais faire ça au cinéma. Il fait des films très expérimentaux. Il fait un film qui s'appelle Eraserhead, qui est le film culte de Stanley Kubrick, dont je passerai un film qui s'appelle Shining dans 3 mois. Et ce film-là, Eraserhead, donne un univers particulier, un univers qui va beaucoup intéresser Pacom, puisque Pacom va faire les préfaces, les commentaires, tu fais les commentaires de Eraserhead, je crois, c'est ça? Pas sur le film lui-même, hein. Sur le DVD, ne vous inquiétez pas. Non, on va se taire pendant le film. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je ne commande pas les films en direct, voilà. Tout va bien. Non, mais en gros, ce que tu veux dire, c'est que sur les DVD qui ont sorti Potemkin, genre il y a 1 an. C'est un bonus. Voilà, bonus ou malus, c'est l'appréciation du spectateur. Voilà. Donc Pacom, il va intervenir en bonus après avec nous, mais alors, puisque tu es là, Pacom, ton rapport à David Lynch, ton rapport à Twin Peaks, tu l'as vu combien de fois ce film? Mais 3000 fois, 4000 fois. Et tu vas rester voir ce soir encore? Bien sûr, je vais le revoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu en salle depuis longtemps. Ouais. C'est probablement le film que j'ai plus revu dans ma vie. D'accord. C'était un peu maniaque. La première semaine où il est sorti au cinéma, je l'ai revu 3 ou 4 fois. Et puis après, j'ai continué et à chaque fois que je trouvais des occasions, je retournais le voir et je le voyais aussi chez moi après en vidéo, donc j'ai vu beaucoup. Oui, je connais même un truc que je connais pas sur les autres films, genre les faux raccords, les erreurs de raccord, les micro-erreurs de raccord. Genre quand sur un plan, la cigarette est un peu plus longue au début, et puis après elle est trop courte et après elle remonte. Est-ce que ça je suis capable de voir? Non, pas du tout. Non, mais c'est juste pour te dire que j'ai vu au plan près, mais de façon importante.
complètement maniaque. Donc, Alors, mais voilà. C'est intéressant. On ne va pas faire de l'analyse vraiment filmique ce soir, on va vraiment travailler sur les symboles. C'est un Guinness Book of Records, le con qui a revu le film le plus de fois. Non, oui, Je veux qu'on. Mais on peut essayer. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction. Hein. Alors, qui a vu, on va faire un petit test, qui a vu les 3 saisons de Twin Peaks? Alors, les 3 saisons de Twin Peaks. Tout est en train de venir à saisons. Oui, il a vu tout Twin Peaks. Il y a 3 saisons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Je ce l'ai la main. film-là nous donne des clés de lecture pour la saison 3 de Twin Peaks qu'on va forcément éclairer, puisque Backup a commis un livre, 3 essais sur Twin Peaks, on en a fait 3. Commis n'est pas un terme très élogieux. Voilà, j'ai fait encore des conneries. Non mais voilà, c'est intéressant, et de se dire, voilà, de se dire quoi, de se dire que pourquoi on est là ce soir, pourquoi on va revoir encore ce film. Qu'est-ce que ce film, est-ce que c'est du délire total ou il y a quelque chose? Alors, le pari que moi je fais dans ce que je vous propose, en 2 mots, c'est le pari un peu épistémologique, machin universitaire, c'est que, et en hommage à Michel Cazenave, c'est que, il y a Jung il dit un truc, c'est que les artistes, c'est un peu des médiums. Quand on invente quelque chose, et bien quelque part on est influencé par ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Hein, Platon appelait ça le monde des idées, donc il y a quelque chose qui nous traverse, qui nous dépasse. Et David Lynch, il dit, moi, c'est les idées, je vais à la pêche, je tombe amoureux d'une idée, et c'est l'idée que j'incarne dans le film. Voilà, ça c'est intéressant. Alors les idées de David Lynch, elles sont très bizarres. Il faut savoir que David Lynch, il fait de la méditation transcendantale. Donc il va apporter la paix dans le monde. Donc le paradoxe qu'on va essayer de voir ce soir, comment se fait-il que quelqu'un qui va apporter la paix dans le monde commet un film comme ça? Et vous allez vous dire effectivement dans quel état vous êtes après avoir vu ce film. Je vous rappelle que le cinéma, l'invention du cinéma, c'est à peu près au moment de la psychanalyse. La psychanalyse vous dit attention, on va vous hypnotiser pour vous faire sortir de l'anamnèse, vous réveiller, vous faire quelque chose. Le cinéma, là, vous êtes dans une séance d'hypnose quelque part. Cette hypnose, vous allez réagir à ce film et je vous demande de ne pas dire j'aime ou j'aime pas, parce que ça ne m'intéresse pas, savoir si vous avez aimé ou pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez compris ce que le réalisateur veut dire? À savoir, est-ce que vous avez ressenti des choses avec votre cœur et avec votre tête, et est-ce que ça fait quelque chose qui fait que quand vous sortez du film, votre vie va être différente? Voilà, c'est un peu le point qui m'intéresse aujourd'hui dans le cinéma, c'est comment le cinéma peut travailler sur la conscience, voire nous manipuler. Moi je ne suis pas un fan de David Lynch absolu, mais c'est un cinéma de l'étrange qui me questionne. Voilà, désolé Paco, mais est-ce que tu es fan de David Lynch vraiment toi? Comment peut-on dire? Ouais, quand même. C'est très bien, des complémentaires. Donc l'intérêt c'est ça, c'est de dialoguer avec un fan et de dialoguer avec vous. Parce que le but du jeu, c'est que vous allez travailler. Rencontrer un fan. Bah oui, la rencontre d'un fan. Il est là ce soir. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le film pour présenter le film? Je viens de dire deux mots pour ceux qui dans la salle ne savent pas de quoi il s'agit. C'est quand même important de savoir que le film arrive après une série qui est Twin Peaks et que cette série a duré pendant 30 épisodes. C'est ce qu'on appelle les 2 premières saisons. Donc c'est 89-90. Et la série est une enquête. Elle commence comme une enquête. Une enquête sur la mort de Laura Palmer. En fait, ça commence par qui a tué Laura Palmer. On est dans une petite ville à Twin Peaks, une fille est assassinée, et un agent du FBI arrive dans la ville pour enquêter. L'agent du FBI, c'est l'agent Dale Cooper, et il est assez inhabituel, il a un fonctionnement qui est différent des autres enquêteurs que vous connaissez, il est beaucoup plus intuitif et il fonctionne beaucoup avec la magie, et ils vont trouver qui a tué Laura Palmer. Le film fonctionne, comment dire, le film ne fait pas semblant de recommencer l'enquête. C'est les derniers jours de Laura Palmer, donc c'est dès le début qui a tué Laura Palmer, c'est son père. C'est son père qui est habité par un cube, Bob. Donc je ne vous spoil pas le film. Le film démarre et vous êtes supposé le savoir, ce truc-là. Et donc le film n'est pas une enquête. Le film est vraiment l'histoire de Laura. Parce que beaucoup de gens, au moment où le film est sorti, étaient déçus en allant voir le film de comprendre si vite. Mais oui. Bon, c'est pas grave. C'est très bien, vous avez le droit. Voilà. Oui, vous avez le drot aussi. Il y a des gens qui ont vu le film sans avoir vu la série, qui ont aussi aimé. Mais, comment dire, il y a énormément de clés, on va dire, ou d'éléments. Le film ne se donne pas comme quelque chose qu'on regarde sorti de nulle part. C'est quand même, avant tout, quelque chose qui conclut une première période créative liée à la série Twin Peaks. Et ce qui va se jouer dans ce film n'est pas indépendant
de ça. Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas vu la série, c'est normal. Le film ne vous les réexplique pas. Il fonctionne comme si vous aviez vu la série. Maintenant, ceci dit, je connais des gens qui ont vu le film sans avoir vu la série, qui l'ont adoré. Donc c'est pas grave. Vous pouvez aussi le voir sans. Mais certainement, c'est différent. Et quand le film est sorti, à ce moment-là, on pensait qu'il allait y avoir beaucoup de choses qui allaient se faire autour de la série. Les fans de la série, à partir de ce film-là, attendaient énormément de choses. Et il ne s'est rien passé pendant très longtemps. Il ne s'est rien passé pendant 25 ans. Pendant 25 ans, il n'y a pas eu de nouveaux éléments liés à l'univers de Twin Peaks. Twin Peaks, c'est un univers, c'est pas juste un film. C'est 3 saisons, ce film. Au moins, ça c'est vraiment quelque chose qui doit se comprendre comme une totalité. Le film lui-même, pour moi, c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu, voire c'est peut-être mon film préféré. Mais il se comprend aussi dans la continuité de cette série et en coordination avec tous les éléments fictionnels qu'elle donne. Donc, grosso modo, vous êtes déjà supposé avoir connu Dale Cooper, Laura Palmer, toutes ces choses-là. Vous êtes supposé déjà savoir tout ça quand vous commencez le film. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que sinon, voilà, les personnes qui n'ont rien vu du tout de Twin Peaks vont dire « Mais quoi, vous aimez ce film, vous ne comprenez rien ?» Mais si, quand même, il y a des éléments qu'il faut savoir. Voilà, donc restez bien, la Filmothèque nous fait la gentillesse de ne pas programmer d'autres films après, donc on aura le temps de discuter ensemble. Restez bien. Voilà, bon voyage dans le monde étrange de David Lynch. À tout de suite. Merci. Avec 3 films qui vont se répondre, puisque en fait, que ce soit La Nuit du Chasseur, Twin Peaks ou Shining, on a la question de pères défaillants, de mauvais pères, d'enfants ou de jeunes maltraités, et on a ce que je vais appeler toute une poétique des éléments. Alors cette poétique des éléments, elle passe par des images, et à une époque, avant le cinéma, on avait des images comme ces images-là, de Splendor Solis, qui était un livre d'alchimie. Alors pourquoi j'ai choisi l'alchimie du cinéma comme thème? C'est parce que quand on dit qu'il y a une alchimie entre des gens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe, il y a une énergie, un courant qui passe. Et vous avez compris que le cinéma de David Lynch est sur cette question de l'énergie. On va creuser la symbolique du feu, de l'électricité. Alors effectivement, quand vous regardez les couleurs de la loge, logiquement ça devrait marcher, voilà, il y a 3 couleurs dans la loge. En bas, il y a une couleur noire, et donc en alchimie, il y a l'œuvre au noir, c'est la confrontation avec l'ombre, et Dieu sait que dans le film de David Lynch, de l'ombre, on en a. Il y a du blanc. Alors du blanc, vous en voyez dans le film un petit peu, je vous laisse essayer de revoir les images comme ça, mais à la fin, voilà, et il y a effectivement l'œuvre au rouge, et c'est vrai que dans la salle, vous avez les rideaux qui sont rouges. Voilà. Donc tout ça, c'est basé sur 3. Alors le 3 est intéressant, vous avez remarqué que le film est fait en 3 parties. Comme David Lynch fait une histoire en 3 saisons. Saison 1, 7 épisodes. Saison 2, il en réalise que 3-4, le premier et le dernier.
et la saison 3 qui est construite comme un film de 19 heures. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin. Alors, c'est de redire, moi, c'est un peu mon cadre de référence par rapport au cinéma. Donc, la symbolique des images alchimiques. Le travail de Joseph Campbell. Campbell, il prend toutes les histoires, il faut vous raconter depuis que vous êtes petit, et il dit ces histoires, elles parlent de héros. Elles sont structurées, finalement, en plusieurs étapes. Et il y a 3 grandes étapes, comme par hasard. On retombe le 3, qui sont les étapes des rites de passage. La séparation, la chute, l'initiation et le retour. Si vous appliquez ça à Twin Peaks, ça ne fonctionne pas vraiment dans le film, mais ça fonctionne peut-être sur l'ensemble de la série. Je vous laisse réfléchir à ça. Voilà. Donc, au-delà de tout ça, on a l'idée que j'ai croisé ça. Il y a peut-être un voyage par rapport à des personnages de héros. Alors ça marche bien avec Star Wars, un peu avec Matrix, un peu avec Le Seigneur des Anneaux. Ça marche pas totalement avec David Lynch. Et c'est l'idée qu'il y a l'œuvre noire, le chaos, alors la question du masque, la question de l'ombre, l'œuvre blanc, la purification, le mentor, la communauté. Alors est-ce qu'on a une communauté? Est-ce qu'on a un mentor dans ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'on a une histoire d'amour entre un être pur, une femme pure qui s'aime, le chevalier? Peut-être un petit peu, mais pas totalement. Et l'œuvre rouge, c'est l'idée de la transformation. Effectivement, ce film, on va reparler de la fin. La fin, je pense que... Qui a été surpris par la fin? Bon, vous l'avez déjà vu, parce que par rapport à la tonalité, la façon dont c'est construit, on peut se dire, qu'est-ce que vient faire cette fin qui nous renvoie peut-être à quelque chose de l'ordre dans la chambre rouge avec une transformation. Alors, je vais passer sur... voilà, vous voyez, quelques images donc, de ce qui arrive à Dale Cooper. Vous avez vu la saison 2? Donc, vous êtes au courant? Bon, voilà, je n'en dirai pas plus. Donc. Effectivement, le film. Alors, vous avez vu que le film commence par une télé qui est cassée. Donc ça, c'est pour faire un petit clin d'œil au fait que la télé a un peu cassé le jouet de Lynch, parce que la saison 2, il n'y a pas tout maîtrisé David Lynch dans la saison 2. Il y a des choses qui sont très très mauvaises. Il y a des épisodes vraiment fourre-tout. Et donc là, il a voulu maîtriser et arriver à clôturer l'histoire. Alors, forcément, le film et le débat qu'on va avoir avec Pacom, parce que Pacom a publié sur Twin Peaks, ce soir, on va un peu vous spoiler la saison 3. Alors, qui n'a pas vu la saison 3 de Twin Peaks? Aïe. Donc, on va essayer d'être light sur le spoil, mais vous allez voir que le film fait une très bonne, un très bon lien entre la saison 1 et 2 et la saison 3. On avait reproché à Lynch de ne pas faire une suite, c'est pour ça que Kyle MacLachlan n'avait pas voulu rentrer dans le film. Il y a plein d'acteurs que vous ne voyez pas, mais quelque part, avec les symboles et les images, il nous renvoie à quelque chose. Alors, donc pour vous montrer qu'effectivement, Lynch, il a eu des problèmes au cinéma. Bon, quelques éléments. Mulholland Drive devait être une série télé qui n'a pas eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, voilà ce que dit Lynch. Lynch, il fait le tour du monde aujourd'hui pour faire de la pub pour la méditation transcendantale. Donc il y a un type qui s'appelle Maharishi Yogi, qui est mort en 2017, qui était le gourou des Beatles. Et Lynch dit, voilà, globalement, la vraie joie n'est pas à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur. Alors, est-ce que ça s'applique à Twin Peaks? Est-ce qu'il me montre là? Je vous laisse réfléchir. Sur, effectivement, un documentaire qui s'appelle The Art Life, il y a cette petite préface. L'art naît de l'interaction entre l'esprit et le cœur. Et c'est vrai que quand je vous ai dit de regarder Twin Peaks, je me dis, à quoi ça vous fait penser et à quoi ça vous fait ressentir? Je vais vous laisser la parole dans 2 minutes. Voilà. Et ça, c'est l'introduction. Encore quelque chose qui connecte Lynch avec la symbolique alchimique. Donc c'est intéressant. Alors ça, j'ai lu, il y a un livre qui s'appelle L'espace du rêve, qui est la biographie de David Lynch qui vient de paraître. Et à la fin, la journaliste dit que l'œuvre préférée de David Lynch, qu'il a toujours sur son bureau, c'est ça. C'est Jérôme Bosch. Vous avez effectivement au milieu le jardin des délices. Là, vous avez le paradis. Et là, vous avez l'enfer musical. Pensez à la musique chez Lynch et comment vous avez ressenti la musique dans le film. Voilà. Je ne vais pas vous décoder cette œuvre, mais sachez que cette œuvre est totalement hermétique et alchimique. Voilà. J'en dirai pas plus, je vous laisse chercher par vous-même. Voilà. Ce soir, je vais vous donner quelques éléments, et c'est aussi à vous, si ça vous intéresse, de chercher plus loin. Mais c'est intéressant de dire que, finalement, tous les petits personnages que vous voyez un petit peu dans la scène avec David Bowie, dont on va reparler, eh bien, ils sont déjà un petit peu chez Bosch. Il faudrait que je me mette dans le bon angle, si ça ne marche pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire que Stanley Kubrick adore Eraserhead et Twin Peaks.
mais plutôt Eraserhead, qui est quand même le premier film de Lynch. Et il y a des échos dans Shining que je passerai au mois de février, forcément. 10 films en 30 ans, David Lynch. Alors bon là, je vais passer assez vite, je ne ferai pas de commentaires, pour vous rappeler un peu la biographie de Lynch. Et c'est vrai, alors c'est pas comme qui le montre dans ses films, à partir du moment où il fait Twin Peaks, le cinéma de David Lynch va être totalement différent. Un cinéma beaucoup plus sombre, Lost Highway. Alors ça, je vous invite à lire les livres de Pacom, où tout ça est bien expliqué. Vous verrez, il fait une exégèse intéressante. Cool ID. Voilà, cool idea, c'était la page de pub. Mais c'est important, parce que je le pense vraiment en plus. Petite chose étonnante, c'est ce film-là, en 99, qui est un peu l'OVNI, qui est plutôt un feel-good movie. Et ce film-là, où les personnages sont sauvés, on a un personnage d'actrice. Alors vous savez qu'on est dans la salle Marilyn, là. Et petite anecdote, Laura Palmer, le sacrifice de Laura Palmer est inspiré à Lynch et Frost par un projet avorté sur la vie de Marilyn Monroe, qui s'appelle The Goddess. Et cette idée de la star déchue, voilà, ça va exploser dans Inland Empire. Est-ce que vous avez vu Inland Empire? Oui. Film très difficile à voir, très hermétique, mais que tu as bien analysé plusieurs fois. C'est très gentil. Voilà aussi. Donc je renvoie les gens encore là-dessus. Et on va se concentrer sur Twin Peaks. Et on va rentrer dans la partie un peu jeu, où je vais vous poser des questions. Et Pacom va vous donner à la fin aussi son éclairage. Alors, le titre. Est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque, ce titre? Est-ce que vous avez compris pourquoi le film s'appelle Fire Walk With Me? Qu'est-ce que ça a à faire? Et bon, qu'est-ce que c'est que cet autre nom? Alors, est-ce que quelqu'un a envie de se lancer sur le titre du film? Alors, c'est à vous de jouer. Pourquoi il a appelé ça Fire Walk With Me? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de feu dans le film, finalement. On voit très peu. Alors, des hypothèses, des idées? Alors, qui c'est qui dit ça? Fire Walk With Me. Vous avez... Laura Palmer. Mais est-ce que c'est Laura Palmer quand elle dit ça? Non, c'est son... Allez-y. Le contact qu'elle a avec lui. Voilà, il y a quelque chose de l'autre monde, de la possession, qui arrive là-dessus. Alors, Pacom, je vais te dire que c'est une formule qui est incomplète, là, je crois. Ok. Alors, Fire Walk With Me, cette phrase, elle est prononcée déjà dans la série. Elle est prononcée à travers une sorte de poème incantatoire, une sorte de poème magique. On entend prononcer dans le rêve de Dale Cooper, dans le 3e épisode. Alors ce poème c'est Into the darkness of future past, magician longs to see, one stands between two worlds, fire walk with me. Et on le réentend quand Dale Cooper et Sheriff Truman amènent l'homme avec un seul bras, Mike, son identité humaine est Philippe Gérard, vendeur de chaussures, et où il se retrouve dans son état de Mike et il recommence le poème, et Cooper le reconnaît, il le dit avec lui. Et il dit, Fire Walk With Me est prononcé une dernière fois dans la série, dans le dernier épisode, lorsqu'il décrypte la carte qui va les amener vers le cercle des 12 sycomores, qui apporte la Black Lodge, et il voit un petit dessin de feu sur cette carte, Cooper, et il fait Fire Walk With Me, Fire Walk With Me. Et sinon, c'est ce petit morceau venant probablement du journal de Laura Palmer, mais enfin bon, c'est un morceau de papier qui est retrouvé sur le lieu du crime avec Fire Walk With Me, écrit dans le sang de Leland Palmer. Leland Palmer est écrit avec son propre sang. Ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est qu'à un moment, il doit aussi probablement se blesser lui-même. Ce qu'on voit dans le film, par contre, c'est qu'il est clairement, il saigne quand il est dans la Black Lodge et Bob lui ôte ce sang-là. C'est probablement le sang qu'il a laissé couler à partir duquel il a inscrit Fire Walk With Me. C'est une invocation. C'est une invocation. Est-ce que cette invocation, elle permet d'entrer dans la Black Lodge, c'est possible. En tout cas, elle convoque ces forces-là
Si on ne voit pas de feu dans le film, c'est qu'entre la série où le feu est quand même assez présent et le film Wild at Heart où le feu est très présent, Lynch a commencé à s'intéresser à mettre des éléments d'électricité dans son univers visuel qui va continuer dans ses autres films. Et il y a un truc, ça paraît un peu profane de dire ça, mais je crois qu'il y a un truc tellement plus cool de montrer des images de feu en permanence. Et donc, en fait, dans la saison 3, l'électricité et le feu finalement deviennent un. C'est indifférent de dire que c'est du feu, c'est la même puissance. C'est Hawke qui dit ça au chef Truman. Il dit c'est du feu, mais pour vous ça peut être aussi de l'électricité. En fait, c'est une espèce d'élément conducteur. Alors, il est plutôt négatif, c'est clair. Mais Hawke est ambigu, il dit bon, ça peut être un mauvais feu, mais il n'y a pas que des mauvais feux. Donc, c'est pas pour dire que tout ce qui est feu est mauvais. Donc, mais là, en l'occurrence, c'est probablement un feu qui est un feu où l'électricité elle-même aussi dans le film, qui prend donc la place du feu dans le film, et une marque. Une marque des puissances destructrices ou des puissances d'horreur. Voilà. Alors on va se lancer sur l'alchimie. Il y a deux feux. Il y a le feu d'en haut et le feu d'en bas. Voilà. Donc on a bien une idée de dualité. Alors, petit exercice, essayez de repérer maintenant, si quelqu'un veut vous exprimer, sur la notion de dualité. Parce que dans le film, tout va par reflet, par double. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré comme dualité dans le film? On va essayer de voir que ça va nous mener à quelque chose d'intéressant si on tient la piste de la dualité. Allons-y. Qui veut? Donna et Laura déjà. Donna et Laura. Donc, dualité entre quel type de figure de femme? La femme pure, innocente et la femme volonté de Classique. Ouais. Allez-y, votre dualité? Entre la vie qu'on voit au début et avec le commissariat, avec le monde qui est complètement dark, et après Twin Peaks. Très juste. On a l'impression que c'est le contraire, c'est ce que tu dis dans ton bouquin, c'est le contraire, c'est un Twin Peaks négatif au début. Hein, c'est presque systématique. Hein. C'est presque systématique, c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments de la ville de Twin Peaks qui sont rejoués à l'envers. Totalement. C'est assez curieux. Ouais. Commissariat, un truc clé du commissariat de Twin Peaks, c'est l'extrême sociabilité, à la limite même de l'embarras que représente la secrétaire, par exemple, Lucie, qui parle tout le temps. Et dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, elle commence à discuter pendant des plombs et des plombs. Celle-là, elle est derrière son bureau, derrière son livre, en train de ricaner. L'adjoint du shérif aussi est une innocence pure, quasi angélique, on dit. Là, on a juste un sale type. Et le shérif lui-même, on n'en parle pas, quoi. Donc, bien sûr, le commissariat déjà est aux antipodes, mais après on continue à regarder, on voit que les autres éléments aussi sont comme ça, parce qu'on a le double R dans Twin Peaks, qui est aussi qui a un café où la patronne du café, Norma, merci, et aussi une espèce de figure du bien. C'est une personne d'une générosité incroyable, et là on a une espèce de café où ils sont complètement déglingues et pas très accueillants, et le principe de Norma, c'est qu'elle fait beaucoup de nourriture extrêmement bonne, quoi. C'est ça qui la définit quasiment, les gâteaux et tout ça, les tartes aux cerises, et ça compte beaucoup pour elle de bien nourrir les gens, et là ils ont juste rien à proposer à manger. Et ce qui représente aussi la ville de Twin Peaks, c'est l'hôtel, le Grand Hôtel du Nord. Et là, ce qu'on a, c'est un parking de caravane. Et ce qui est curieux, c'est que dans la saison 3, le parking de caravane, il va se déplacer dans Twin Peaks. Il y a plein de choses bizarres dans la saison 3 par rapport à Fear Walk-With-Me. Comment Fear Walk-With-Me va être réintégré dans la saison 3. Le parking de caravane de Deer Meadows va devenir le parking de caravane de Twin Peaks. Mais le personnage de Carl Road va aussi évoluer. C'est-à-dire que là, c'est un personnage qui est sympathique, mais qui n'est pas encore non plus cette espèce de, comment on pourrait appeler ça, quasiment d'ange gardien, que devient la saison 3. Entre ce film-là et la saison 3, et le personnage de Carl Road va devenir aussi une espèce d'image du bien incontestable, tandis que là,
c'est plus un personnage comique, même s'il s'occupe bien des gens qui sont il a l'air de s'occuper bien des gens de son parking, c'est pas... il n'a pas le même enjeu. Par contre, l'enjeu, c'est qu'à la différence du Grand Hôtel du Nord, qui a une espèce d'endroit très chic, mais pour des gens très riches et pour des touristes, là, c'est déjà pour les pauvres. C'est déjà un endroit pour les pauvres. Et donc, Guillaume Meadows est aussi marqué par une misère qui va ensuite devenir la misère de Twin Peaks, qui n'est pas encore celle de Twin Peaks. Alors, question à te poser, puisque tu as beaucoup écrit sur la gnose. Quel lien faire entre le dualisme manichéen, alors la PAF, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais Pacom a écrit un livre, vous connaissez La Victoire des 100 rois. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a ce truc-là chez Lynch, de faire un lien avec le manichéisme ou pas, d'après toi? Oui, tu sais que je le fais dans mes textes de toute façon. Oui. Donc, alors, de but en blanc, c'est plus complexe de balancer comme ça fait un peu lent. mais oui, il y a plein de points communs, bien sûr. Mais ça, est-ce que c'est volontaire, pas volontaire? J'en sais rien. Pour moi, ça m'avait marqué déjà dès Eraserhead, de toute façon, chez Lynch. Le fait que dans Eraserhead, on est au début du film, si vous vous souvenez d'Eraserhead, on a une espèce d'image d'un démiurge vraiment, vraiment affreux, quoi, totalement vérolé, et qui actionne une espèce de machinerie, là, qui envoie des âmes sur Terre, comme ça, et là, on avait l'être éternel de Henry Spencer, et il y a une espèce de... pour dire une sorte de spermatozoïde qui en tombe comme ça, et qui va finir par devenir une espèce d'homme qui tombe sur Terre. Et ça, déjà, c'est une espèce de vision du monde et de la naissance qui est évidemment très très proche de la vision gnostique que Lynch soit au courant ou pas. Et ça va courir tout le... Enfin, on va trouver une compte d'éléments de son œuvre et ça va exploser dans Twin Peaks, en particulier dans la saison 3. Alors maintenant, la loge. Je vais vous entendre, enfin, voilà, si cette espèce d'endroit très bizarre, on a les trois couleurs de l'alchimie, effectivement, on a le noir, le blanc, et on retrouve ça dans les Eraserhead déjà. On a les mêmes couleurs, enfin en noir et blanc. Voilà, on a juste le même sol, qui est le sol de l'entrée de l'immeuble de Henry Spencer. Voilà. Par contre, on a dans Eraserhead un lieu qui ressemble un peu déjà à la Black Lodge, qui est le lieu où il y a la jeune fille qui chante sa chanson In Heaven, mais c'est un damier au sol. Mais les formes sont très proches. C'est quand même une sorte de scène. C'est quand même lié au monde du théâtre, et avec les rideaux et bien sûr une sorte de mise en scène. Alors le public, qu'est-ce que ça vous évoque cet endroit? Libre à vous deux. C'est l'enfer, le paradis, le purgatoire, le monde des ténèbres, une salle d'attente. C'est un lieu de transition, oui, ouais. Entre la vie et la mort. Ouais. C'est un lieu instable, indéfini. Indéfini. Ouais. D'autres points de vue ou d'autres... Alors, parce que les personnages qui sont dedans, peut-être on va essayer de regarder les personnages, ça peut être intéressant. Donc le petit nain rouge, par exemple, pourquoi il y a un nain là-dedans? Est-ce que ça symbolise quelque chose? Vous voyez, on rentre dans l'idée, s'il y a un nain, est-ce que ça renvoie à quelque chose? Le fait que le nain, à un moment donné, fait ouh, il fait Let's Rock, hein, et puis sur la voiture, on voit Let's Rock. Est-ce que ça a du sens ou c'est totalement délirant? Parce qu'on peut partir du principe que tout ça est un gros délire. Alors ça, c'est pas mon option. Et il y a une autre option, j'en profite pour vous dire, on peut partir aussi, il y a des gens qui disent que ce cinéma, c'est diabolique, c'est satanique, c'est dégueulasse. C'est pas mon option. Il y a des gens qui disent ça? Donc là, l'idée, c'est de trouver la voie du milieu en essayant de dire, voilà, dans ce film, il y a des symboles, ils sont peut-être pas mis au hasard, et qu'est-ce que ça vous dit? Voilà. Donc le nain, je peux vous passer aussi quelques d'autres captures d'écran que j'ai fait, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un sacré bestiaire, hein, qui peut évoquer Bosch, comme je disais tout à l'heure. Bon, l'entrée de la bague, alors le symbole sur la bague, effectivement, c'est intéressant. Là, du coup, peut-être on peut... La bague est vraiment très très bien montrée, là, cette histoire, voilà. Peut-être parler du symbole de la bague, parce qu'on a vraiment le lien avec la loge. Alors qu'est-ce que ça peut vous... C'est des choses que j'ai trouvées sur Internet, ça, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, par rapport à ce que disait monsieur. Ouais. Je ne sais pas ce que ça vaut comme idée de portail entre une loge blanche et une loge noire. Alors, la loge blanche, c'est ce qu'on la voit, la loge blanche, quelque part dans Twin Peaks pour les fans. Est-ce que vous avez vu une loge blanche? Dans la saison 3. Alors, où ça? Dans quel épisode? Le 8. Dans le 8? Ouais, on peut penser en tout cas. Alors, avec le géant et tout ça. avec le géant. Alors, pas comme le géant.
L'idée qu'on voit effectivement. Alors, on ne voit pas le géant là ici, hein, vous avez vu. Il n'y a pas de loge blanche dans ce film. Mais Voilà. alors le problème c'est qu'entre ce qu'on voit et les mots qui sont associés, il y a toujours un espace de jeu chez Lynch. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on peut dire que l'endroit qu'on voit dans la saison 3 c'est la loge blanche, mais à aucun moment on nous le dit. Et le nom que Lynch utilise pour en parler sur le making of, c'est toujours la maison du fireman. Donc moi je l'appelle la maison du fireman, à défaut d'un autre terme, puisque le terme de loge blanche est un terme qui est utilisé dans le premier Twin Peaks pour parler d'un lieu qu'on ne voit pas. Et le lieu qu'on voit dans la saison 3 et ce lieu-là, bien sûr on pourrait dire c'est ça, mais le truc c'est que tous les éléments qu'on a mutent entre le premier Twin Peaks, le film et saison 3. De la même façon, est-ce que le fireman et le géant c'est la même personne? Je ne suis pas non plus totalement capable de répondre à cette question-là. Ça me semble difficile en tout cas de poser un point d'égalité. C'est très clair que c'est le même acteur, que les fonctions se rappellent l'une l'autre, mais il y a eu une évolution. En fait, le monde cosmique de Twin Peaks évolue. C'est ça qui est le plus difficile à accepter, en fait, presque en tant que spectateur. C'est qu'on accepte qu'un monde normal évolue. On accepte que Twin Peaks, la ville, change, qu'elle a été riche, elle devienne pauvre, que les personnages changent, tout ça. Mais le monde cosmique aussi de Twin Peaks évolue. Ça, c'est un truc pas normal, parce que normalement, c'est un monde éternel. Or, le premier signe que tu as de ça, c'est que le personnage du nain évolue. Et il est dit comme tel. Il est présenté comme tel. Or, il est supposé être une figure éternelle, il n'est pas supposé être dans le temps, il n'est pas dans le temps. Or, il est quand même soumis au temps. Ces espaces-là sont quand même soumis au temps. Ce qui rend ça très perturbant pour un spectateur. Parce que normalement, il y a un truc au moins qui est stable, c'est le monde des symboles. Alors si le monde des symboles commence lui aussi à bouger, alors tout bouge, quoi. C'est bizarre. Celui qu'on appelle le nain, il ne s'appelle pas le nain en fait, bien sûr, vous le savez. Il s'appelle le bras. C'est le bras. C'est le bras de l'homme qui a coupé son bras. Et qui s'est autonomisé, le manchot. Voilà. Il s'est autonomisé, il a une sorte d'existence autonome. Parce qu'il a vu Dieu, non, non, c'est pas ça. Alors, c'est ce qu'il dit dans le premier Twin Peaks, l'homme avec ce bras, il dit qu'il a vu Dieu, il a coupé son bras. Donc il a coupé son appartenance à la loge. Alors de quelle couleur? Est-ce que c'est bizarre là, du coup. Parce qu'en fait, quand on les voit ensemble, c'est là où c'est compliqué. Théoriquement, là, on a une séparation blanc-noir. Ouais, là, du coup, on n'est plus dans ça. Oui, non. Pas du tout. Voilà. Dès qu'on rentre dans la fiction elle-même de Twin Peaks, toutes ces choses-là sont tout le temps en train de bouger. Et la Black Lodge, elle a une existence définie et claire dans le premier Twin Peaks. Bien sûr, c'est le lieu, c'est le monde du mal. Mais déjà, dans Pharaoh Kuzmi, cette Black Lodge-là, elle fonctionne beaucoup plus comme une salle d'attente, comme un lieu intermédiaire. Et soudain, le personnage de l'homme avec un seul bras, qui est supposé avoir quitté ce lieu-là, il y est, il réintègre son bras, et là, il demande quelque chose à Bob, il demande le garrot Bottia. On a l'impression qu'il veut stopper Bob aussi, ou pas? Par rapport à la scène du camion. Il balance sa bague là. Il balance la bague là. Alors... Il balance en fait une bague qui est l'appartenance à la Black Lodge. Et oui, et qui a ce symbole là, on est d'accord. Alors, c'est ça qu'il fait. Ça qui... il balance la bague. Il veut que Laura mette la bague. Alors, dans le cadre du film Pharaoh Kuzmi, le fait qu'elle mette la bague fait que Bob va la tuer plutôt que l'incuber. Que la posséder. Et ça ferait une différence, techniquement, quand on voit la saison 3. La saison 3, ça ne veut pas dire la même chose du tout, la bague. Ah, alors. Dans Pharaoh Kuzmi, la bague, c'est juste la bague de Teresa Banks. Et c'est lié au fait que les vêtements, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà dans le premier Twin Peaks, les vêtements, et ça c'est lié quasiment à l'imaginaire du serial killer. Les vêtements qui appartiennent à une victime, ou qui appartiennent à quelqu'un, à partir du moment où ils sont portés par quelqu'un d'autre, cette autre personne commence à devenir une sorte de variation de cette personne. Dans la série Twin Peaks, on a vu ça quand Donna venait voir Leland avec, je crois, les lunettes noires appartenant à Laura Palmer, et Leland a envie de la tuer.
Et là, Laura qui dit ne porte pas mes vêtements, ne porte pas mes vêtements, c'est un truc de film d'horreur. Si elle porte tes vêtements, Bob va s'en prendre à elle. Donc le fait qu'elle mette la bague, à ce moment-là, dans une logique serial killer, victime et compagnie, elle met la bague de Teresa Banks, et donc Bob n'a pas d'autre choix que de la tuer. Mais la bague ne prend pas le même sens dans la saison 3. Alors, le La symbole. saison 3, la bague c'est... pardon, quand tu mets la bague, tu appartiens au monde de Black Lodge. La Black Lodge n'est plus le lieu du mal. C'est vraiment plus ça, en tout cas, parce qu'il est habité par l'homme avec un seul bras, à partir duquel il essaye de guider Cooper, il récupère des trucs. On a la thématique machin, du bref. labyrinthe, hein, qu'on a fait dans Oui, Shining. bien sûr. Hein, cette idée de monde labyrinthique, et Kubrick le mettra Complètement. totalement dans Shining. Complètement. Et tous ces éléments symboliques bougent en même temps que le récit bouge, quoi. Ils bougent et ils se reconnectent, ils reprennent une autre forme. Mais on peut voir un sens unifié du premier Twin Peaks, du film, à la limite du film avec le premier Twin Peaks, de la saison 3, de cela avec la saison 3. Le sens unifié qu'on aura à la fin de la saison 3 ne sera pas du tout le même que le sens unifié qu'on peut avoir si on voit que le premier Twin Peaks ou que le premier Twin Peaks c'est le film. Ça me remobilise les mêmes éléments en leur donnant une signification qui est déjà un peu modifiée, qui est mobile. Alors le symbole là, que vous voyez là, qu'est-ce que ça vous évoque? Très bien, pas de souci, c'est bien que tu éclaires un peu les choses. Le symbole là, qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez ça? Vous voyez un animal, une forme géométrique, un oiseau qui serait quoi? Oiseau de la cage. Un hibou, hein. On a des hiboux, et les hiboux ne sont pas ce que l'on pense. Voilà, merci. Donc on va enchaîner sur le hibou. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, hop, vous voyez effectivement la différence hein, qu'on évoquait avec Pacob. Par contre, ce qui est intéressant, je vous montre juste ce que ça devient dans l'épisode 17, ça devient ça, et ça réfère à l'épisode 8. Je n'en dis pas plus. Voyez l'épisode 8 parce qu'on a une des clés de Twin Peaks dans l'épisode 8 de la saison 3. Voilà. Mais j'en dirai pas plus pour... voilà. Donc c'est intéressant, que ça se transforme, c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Alors sur le hibou, on va essayer d'enchaîner un peu plus là-dessus. Alors les doupas, ça c'était le côté des symboles un peu occultes avec les Je peux juste un vas-y. dernier truc sur la bague, et sur le symbole de la bague. Je m'en remets. En effet, c'est très clair que quand il a été créé ce symbole-là, dans le premier Twin Peaks, c'était un hibou. Mais sur le film, il y a un élément qui est intéressant à savoir, c'est que je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est Michael Anderson qui en parle dans une interview filmée, où il dit qu'il avait demandé à Lynch d'ailleurs ce que représentait ce symbole, et Lynch lui a répondu pas du tout un hibou, il lui a répondu un diamant avec des ailes, a diamond with wings. Ouais. Donc il avait déjà aussi permuté légèrement. Et dans le film, on n'a pas de hibou non plus. Par contre, on a un diamant, Laura Palmer à la fin, elle a un diamant à l'oreille, non? Non, c'est possible. Hein, quand on regarde, quand elle est dans la chambre et quand elle est sauvée. Donc voilà, il y a des choses qui se... Oui. Oui, allez-y. Moi j'ai quand même l'impression qu'il reste un truc à propos de la bague, entre Ouais. le film là, et la saison 3, Ouais, qui est que, en fait, on voit un peu à chaque fois qu'ils mettent la bague, oui, il y a cette histoire du bras. oui, Et oui, qui revient. engourdi. Tout à fait. mais oui. Et, Voilà, et ouais. du coup, enfin, elle-même, quand dans son rêve, elle la met, Ouais, Laura, elle se réveille, elle a le bras un peu engourdi. ouais, Ils disent aussi sur Teresa que le bras engourdi. ouais. Dans la saison 3 aussi, et du coup c'est lié aussi, enfin peut-être de comment, je sais pas, c'est mystérieux, mais c'est lié à cette histoire de Mike, quoi, qui est a celui coupé qui son a bras. perdu son bras, Ouais. l'autre étant le bras, et C'est- donc il y a cette espèce de passage qui entre la saison 3 et puis le film semble un peu assuré par ça. Peut-être par la vague qui je sais pas, ce que ça représente quelque chose de perdu en plus, donc c'est de perdre son bras, je sais pas. Alors, Et tu sais, non seulement c'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais en plus, c'est aussi, tout est lié à la partie gauche. Mm. Et c'est aussi dans l'annulaire gauche que Bob signait ses crimes. Donc, à The Ring Finger. Donc c'est au même endroit où il mettait les lettres de ses crimes. D'ailleurs, au début du film, quand ils enquêtent, c'est sur le même doigt où il avait vu la place de la bague.
Puis il va fouiller, il trouve la petite lettre T, où il est supposé commencer à signer ses crimes. Donc tout se joue par rapport à la main gauche et au bras gauche. Et au début de la saison 3, Doggy, quand il est le vrai Doggy, il a son bras qui est complètement engourdi, oui, alors qu'il porte la bague, tout à fait. Il porte la bague et il n'arrive plus à bouger son bras, il dit ça à la prostituée, oui, complètement. Alors, est-ce que, voilà, parce que tu as écrit un livre qui s'appelle La main gauche de David Lynch. Est-ce que cette question, parce qu'en fait, je résume vite fait la thèse de Pacom que vous connaissez un petit peu, c'est que quand un créateur fait une œuvre comme ça, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas, mais en même temps, Lynch, il est quand même connecté sur la méditation transcendantale. Donc, il a quelque chose, il reçoit quelque chose des influences. Il en est sorti différent. Et il en est sorti avec l'idée, et j'ai même revu le bonus de la saison 3, quand il parle, il a encore la main gauche qui tremble tout le temps. Ah ouais. Ça, c'est un truc que tu avais noté. Donc ça veut dire qu'effectivement, en ésotérisme, en occultisme, il y a la voix de la main droite et la voix de la main gauche. Et la voix de la main gauche, est-ce que ça serait la voix... Alors, c'est un peu caricatural. Est-ce qu'on est dans quelque chose autour d'une forme de magie noire ou de magie blanche, ou ça serait la même chose? Alors en fait, voilà. Ce qu'on appelle la voix de la main gauche dans le tantrisme, c'est vraiment lié au tantrisme avant d'être privé à la magie noire. La magie noire, ils ont récupéré ce truc-là. D'abord, c'est dans le tantrisme. Et c'est lié à la distinction des forces des trois personnes de la Trimurti, qui est une forme de trinité chez les Indiens. C'est pas la trinité, c'est autre chose. Un Indien serait vraiment choqué de dire la trinité. C'est donc la Trimurti. Trimurti, c'est que la divinité apparaît sous trois formes principales, trois formes: Brahma, Vishnu et Shiva. Et Brahma, en fait, c'est con que j'ai une forme parce que c'est sans forme. Brahma, c'est inconditionné, indéterminé, c'est une divinité sous une forme absolue. Et Vishnu, c'est une forme, mais qui est la forme liée à la conservation, à la bonté, la justice, la création, etc. La création et la conservation. Et il y a Shiva, qui est évidemment une forme destructrice, mais qui est tout aussi divine et tout aussi vénérée. Mais c'est la forme destructrice pour la divinité. Et quand on parle de voix de la main gauche, on parle de personnes qui qui travaillent pour leurs intentions, quoi, mais dans une voie qui est une voie de destruction, qui utilise des outils de destruction. On comprend ça très bien dans l'art. C'est sûr que après, dans l'éthique, ça va être plus compliqué de définir qu'est-ce qui peut en tenir ou non à la main gauche. Et donc, du coup, qu'il y ait tous ces éléments liés à la question de la main gauche m'intéressait beaucoup. Après, c'est clairement dans l'univers de la magie noire, ils ont repris ce terme-là, mais pour faire autre chose. Et il est possible, là tu nous lances Diane Fortune, Psychic Self-Defense, autodéfense psychique. Ça, c'est un livre qui a servi, en tout cas dans l'élaboration du Twin Peaks de la série. C'est dans ce livre-là que Mark Frost, via Mark Frost, David Lynch évidemment, et Mark Frost a trouvé pour la première fois le terme de Black Lodge. Et c'est dans ce livre-là aussi où elle a parlé aussi beaucoup de la voix de la main gauche. Diane Fortune, c'est une occultiste anglaise, mais comment dire, bien intentionnée. C'est pas une mauvaise personne. Elle est venue du monde de l'occultisme, je crois même qu'elle est passée par la Golden Dawn, si je ne dis pas de bêtises. Et grosso modo, elle était obsédée par le fait qu'il fallait pouvoir se protéger contre les forces obscures. Donc grosso modo, ce qu'elle a fait, c'est élaborer des techniques de self-defense contre la magie noire, en gros. Donc son livre est une espèce de guide avec plein d'histoires marrantes d'ailleurs, enfin marrantes, terrifiantes, des trucs vraiment terribles, histoires de gens qui sont hantés par des entités, etc. Des maisons dans lesquelles on ne peut pas vivre, ou des horreurs qui se passent, tout ça. Et grosso modo, c'est quelqu'un qui essaye de faire que les gens aillent mieux. Et avec ses instructions. Et dedans, il y a plusieurs éléments qui vont se retrouver dans Twin Peaks. Donc l'apparition pour la première fois de la Black Lodge, parce que même si les histoires des White Lodge et tout ça viennent très clairement de la théosophie et de Blavatsky n'a jamais parlé de Black Lodge. Blavatsky, elle parlait de la White Lodge. Donc la White Lodge, c'est vraiment le truc de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, c'est la théosophie.
Donc c'est un courant occultiste du 19e siècle avec une aventurière russe, Madame Blavatsky, qui dit qu'elle est en contact avec des Mahatmas situés en haut des montagnes tibétaines et qui lui donnent des instructions. Il y a beaucoup de gens qui se sont greffés à ce projet-là, il y avait beaucoup d'escrocs, qu'elle ait été sincère ou non, je ne suis pas capable de dire, moi, je ne peux pas me prononcer. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'ils ont été énormes à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Il était vraiment, mais ça représentait mondialement des temples et des temples et des temples étaient construits partout. Et ils ont construit leur plus important temple à ce moment-là, à Hollywood. À Hollywood devait être le lieu où la théosophie allait devenir la religion mondiale. Et ils avaient récupéré un enfant en Inde, ils n'avaient pas vraiment demandé l'autorisation aux parents, ils l'avaient chopé sur une plage, quoi, un gosse, et il devait être Messie. Et en fait, le mec qui s'en occupait était un mec pas bien net. J'ai oublié son nom, mais il travaillait pour Madame Blavatsky. Hein, c'est Ledbetter, c'est parti en drache. Oui, pas bien net, il a fait des trucs pas bien nets avec le gosse. Et le gosse en question, quand est arrivé le moment où il a dû faire le discours, il prenait son rôle de Messie, il est arrivé et il a commencé à dire tout ça. Et vous le connaissez normalement parce qu'après il est devenu quelqu'un de très célèbre qui est Krishnamurti. Krishnamurti en fait était prévu par les théosophes pour être leur Messie de la nouvelle religion mondiale qui allait tout prendre et qui allait être la théosophie. Et au moment de prendre son job, il a dit, bon ben voilà, j'ai été maltraité, j'ai été kidnappé, j'ai été maltraité dans cette âge. Et en fait, la théosophie qui est devenue, qui était là, d'un coup, il a fait ça. Donc il est vraiment sorti de la loge, lui. On peut dire qu'il est sorti de la loge. Et il traite de la question de la peur. Oui, c'est sorti de la merde avec la pelle en or. Aussi, même on peut. C'est marrant de parler de Krishnamurti parce que c'est la conclusion de la. Je vous donne la fin déjà, vous voyez, on fait un flash forward. La fin de mon exposé sera sur une citation de Krishnamurti qui traite de la question de la peur. D'accord. Voilà. Vous voyez, on est cohérent. Donc, la théosophie, en fait, est morte le jour où le Messie a révélé qu'il avait été kidnappé par cette bande de dingues. Voilà. Et. Ah, ok, tu veux passer à autre chose. Voilà une bande de dingues. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on va laisser parler. T'as déjà donné. Déjà, j'ai donné un truc. Voilà, c'est une hypothèse. Qu'est-ce que ça? ça? Pas du tout en train de les influencer. Pas du tout. Pas du tout. Hein, puis on s'était pas mis d'accord sur les. Tu découvres les slides quand même. Ah oui, avec bon, moi. Hein, c'est une expérience. Vous ne l'avez pas vu avant. Bon, alors qu'est-ce que ça vous évoque, ce petit monde-là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel à un moment donné? Alors là, on est dans la deuxième partie du film. Hein. On est à Philadelphie. Vous avez vu le film. Il y a quelque chose qui se passe. On va parler de David Bowie, mais ça vraiment, ces personnages-là, vous avez reconnu Bob, et il y en a d'autres. Alors qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et on n'est pas dans la White Lodge, on n'est pas dans le truc avec les rideaux rouges là. Il y a la table. Ouais, alors qu'est-ce qu'elle a cette table de particulier? C'est du formica et c'est vert. C'est vert. Ah, intéressant. Qu'est-ce que ça peut évoquer? Marqué, hein, c'est une référence à la table d'émeraude. Oh, bravo. Alors ça, alors vous avez lu, où est-ce que vous avez vu ça? Il l'a trouvé par lui-même. Mais c'est bien, oui, oui. Alors surtout que la dame, voilà la table d'émeraude. Alors la table d'émeraude, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la table d'émeraude? Qu'est-ce que c'est? C'est Hermès Trismégis. Ouais. C'est censé être la version écrite de la parole divine la plus ancienne. Ouais. Et apparemment un des premiers traités d'alchimie justement. Ouais, Avec... Et dans un épisode... le tarot aussi. Ouais, le tarot, tout à fait. Il y a plein de choses. Alors, on est dans quelque chose de connu. Alors là, une espèce de loi cosmique. Et dans un épisode, la dame à la bûche dit quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez dans quel épisode elle évoque la table d'émeraude? Alors là, c'est pour les fans hardcore. Toi, tu dois savoir. Je connais pas le numéro Bon, d'épisode, c'est c'est pas une grave, introduction. c'est pas grave. J'ai révisé un peu avant. Mais ça commence par la citation de la table d'émeraude. Alors, l'épisode 9 de la saison 2. Ouais, ok. Elle commence par dire ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc amusez-vous à écouter tout ce que dit la dame. Alors est-ce qu'elle parle pour Lynch, cette dame, d'après toi? Elle parle, en tout cas, elle parle pour. Elle est supposée être un émissaire de veille. Donc, Ouais. C'est les rares trucs. Comment dire? Dans un univers aussi compliqué, ambigu et troublant que celui de Lynch, en particulier Twin Peaks, on a quelques personnages qui fonctionnent comme véritablement des repères, et la femme à la bûche en fait partie. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Ce qui est encore plus appuyé, c'est dans la saison 3, où là, l'actrice meurt 2 jours après avoir joué ces scènes. Non seulement le début, le premier épisode, mais l'épisode où la femme à la bûche meurt elle-même est dédié, non pas à l'actrice, mais à la femme à la bûche, donc on dédie carrément à la mémoire d'un personnage. Je veux dire que ce personnage est devenu plus qu'un personnage. C'est la femme à la bûche comme Laura ou comme Cooper. Pour Lynch, c'est des choses qui sont réelles, qui sont qui sont des entités réelles, qui sont pas seulement des personnages. Et la femme à la bûche, oui, un oracle. Donc, ce qui lui vaut pas seulement pour Twin Peaks, pas seulement au nom de Lynch et pour Twin Peaks, mais elle vaut aussi pour le spectateur. Il y a quelque chose de l'ordre de... Quand on arrive dans la saison 3, les derniers oracles de la femme à la bûche dépassent le cadre du récit. Elle dit des trucs qui ne vont pas se retrouver directement impliqués dans le récit, mais qui sont comme des phrases clés pour l'époque, pour les spectateurs. Oui. Et là, elle a un geste clé un peu dans le film, à son mémoire. Par rapport à la façon dont elle parle à Laura. Elle l'a toujours passé. Oui, bien sûr. Oui. Elle a un geste de tendresse avec Laura. Bah, dans les monologues, elle a une phrase qu'elle va reprendre dans la saison 3, qui est Laura est l'unique. Laura is the one. Alors, ce petit personnage bizarre là, ils sont tous bizarres. Hein. Donc je passe 2-3 images pour vous remettre un peu dans l'ambiance. Alors, bûcheron, on va en voir des bûcherons dans la saison 3. Homme des bois. Et voilà, bon, je vous ai remis 2-3 là. Voilà, je vous fais des liens. Alors, ça c'est important aussi. Je crois qu'il faut qu'on en parle. Alors, déjà, je vous laisse la parole sur... Alors, vous pouvez faire des liens avec la série pour les fans. Il y a un fil narratif intéressant autour de la famille Chalfont-Trémont. Alors, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus? C'est qui cette fille qui livre Cooper et Laura à la fin de la saison 3. Eh oui, sauf que... Enfin, c'en est une, quoi. C'est il y a une maison. Alors là, il y a des lieux. Hein, c'est la question des lieux. La caravane, la maison qui appartient à ces gens. Et il y a le petit garçon. Alors le petit garçon, on le voit pas mal dans le film. Et c'est qui ce petit garçon? Alors, je ne sais pas s'il a pris d'autres images. Oui, regardez quand même. Alors voilà, je me suis amusé à poser une question. Mais, voilà. Pourquoi avoir choisi un enfant? Quelle est sa fonction? Moi, quand je pose des questions, je n'ai pas forcément la réponse. Hein, donc, Il est magicien un peu, non? Même là, tu leur as donné une réponse, ouais, en fait. Ouais, j'ai mis un point d'interrogation. Non, parce que, voilà. Quand même, le point d'interrogation. J'ai vu un truc, j'ai vu The Art Life, et Lynch parle d'un truc d'enfance, et il s'interrompt. Et toi, dans ton commentaire, tu dis que c'est important. C'est-à-dire qu'il évoque que l'idée du petit garçon, on a évoqué ça à la librairie, hein. Dans Inland Empire, il y a un conte, un petit garçon va jouer, et il voit un reflet. Et là, le petit garçon, c'est le petit David Lynch, il va jouer, et il tombe sur un voisin. Et là, dans le film, dans le documentaire, il y a un cut. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors après, ça laisse... Le moment avec Monsieur Smith, il n'arrive pas à raconter cette histoire. Il s'y prend plusieurs fois, il n'arrive pas à raconter, et c'est laissé tel quel, et il veut le garder tel quel dans le documentaire. J'avais parlé avec le mec du documentaire, John Guillem, et en fait, parce que c'est un moment vraiment bizarre, et c'est vers le début, quand il va voir ce voisin là, à chaque fois il redécrit, il dit je ne connaissais même pas tellement Monsieur Smith et tout ça, je suis allé voir Monsieur Smith, puis à chaque fois, et puis il dit je peux pas. Il veut garder ce truc. Mais parce que ça aussi, dans The Art Life, quasiment tous les souvenirs qui sont dedans, c'est des éléments qui peuvent indiquer des sources de sa poétique. Et il y a une poétique chez Lynch, une poétique du tabou aussi. Je ne sais pas dire une poétique du tabou, mais si, c'est une sorte de poétique de tabou. Parce que vous voyez, dans le Steinway, il y a cette scène, qui est une des scènes les plus belles du film. Le John Pete Dayton ne sait pas ce qui s'est passé, il a oublié ce qui s'est passé la fameuse nuit où il a disparu, il s'est retrouvé après en prison. Il va voir son père, il le raconte, et son père essaie de le raconter, il n'y arrive pas. Et il fait, je ne peux pas te dire ce qui s'est passé cette nuit, je ne peux pas te le dire.
Et donc ce truc-là est un espèce de machin en temps. Dans la saison 3, ça va exploser. Ils vont en faire des paquets, et des Billy, des je sais pas quoi, et des tonnes d'histoires où tu sais jamais ce qui s'est passé, où les gens commencent à raconter un truc, n'arrivent pas à raconter, te le disent pas complètement, etc. Mais faisons un pas de côté et restons sur l'enfant et la vieille dame. Voilà. C'est déjà des éléments qui sont dans son premier dans son court-métrage, son deuxième court-métrage, le Grandmother. Le Grandmother se lie à un enfant qui est maltraité par ses parents, une espèce d'enfant où clairement il y a cet enfant et ses parents sont une espèce de monstres. Ils s'expriment même pas par des paroles, ils font des espèces de... Et il va s'enfermer dans sa chambre, il est habillé exactement comme cet enfant-là. Il est habillé en costume et cravate, quoi. Ou en nœud papillon. Il est habillé en costume noir avec un nœud papillon. Et il a les cheveux gominés, exactement comme l'agent Cooper plus tard et tout ça. Une espèce d'enfant tout coincé. Et il y a une grand-mère dans sa chambre qui apparaît, qui naît. Et il y a cette espèce de lien entre l'enfant et sa grand-mère. Le lien entre l'enfant et sa grand-mère, c'est... faut penser au début du film où Gordon Cole présente la fille et dit « Elle est la fille de la sœur de ma mère ». Et le flic dit « Qu'est-ce qui manque dans la phrase ? Il manque l'oncle. » Pas l'oncle de Gordon, l'oncle du shérif, donc il est probablement en prison. Et c'est, si on met une grand-mère à un enfant, qu'est-ce qui manque ? Il manque le truc au milieu, la structure familiale. Donc c'est des trucs je pense que c'est ces éléments-là qui sont ici. Voilà. Autour de Laura, sont des trucs qui renvoient aussi à la question des mauvais parents, ou de l'impossibilité du lien direct. C'est les seuls personnages dans la loge qui sont en lien de parenté. Les autres sont des entités, etc. Et là, d'un coup, on a une vieille dame et son petit-fils. À chaque fois, c'est redit que c'est son petit-fils. Enfin, juste une vieille dame à un enfant, c'est une vieille dame et son petit-fils. Donc, il y a cette vieille dame-là, elle a forcément une fille ou un fils qui a eu cet enfant avec quelqu'un d'autre, mais eux, on les fait disparaître. On est juste là-dessus parce que je pense que derrière, c'est qu'est-ce qui manque ? Il manque la question des parents et c'est la question de l'inceste. Je crois que la question de l'inceste, elle est comment dire, elle est rejouée là-dedans. Elle est jouée, en tout cas, dans ce moment-là, dans cette figure-là. Et c'est quelque chose qui doit dépasser simplement Twin Peaks, qui doit renvoyer à plus vaste. Même, je peux dire, d'une façon symbolique, Blue Velvet aussi, on parle de ces questions d'abus, et si c'est pas directement l'inceste, la relation malgré tout d'abus de Frank à Jeffrey, le pièce de truc qui se joue entre Frank et Jeffrey, qui a un truc où clairement, la nuit, nous pensons ensemble, il va violer Jeffrey. Nous, les spectateurs, on ne le voit pas ça. Mais il va être violé, Jeffrey. Il le prépare, il le maquille, etc. Il y a la musique et tout. Il y a la question du tabou. Il y a un abus qui va avoir lieu sur Jeffrey. Le héros de Velvet, il sort pas indemne de cette histoire-là. C'est grave ce qui lui arrive. C'est pas juste, il s'est fait un peu chamailler, quoi. On l'a pas juste emmené balader. C'est sûr qu'il s'est passé beaucoup plus grave. Et c'est suggéré. Alors que là, on le montre. Oui, là, en fait, grosso modo. Mais si c'est montré, si on voit ce qui s'est passé avec Laura, c'est pas au départ de la volonté de Lynch, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé malgré Frost et Lynch, puisque au départ, la série Twin Peaks, si vous vous souvenez, on ne devait pas savoir qui avait tué Laura. C'était un tabou. Ils avaient gardé la logique du tabou, qui est à mon avis une logique qui est, intrinsèque à sa création, à Lynch. Il crée avec des tabous. Il y a des choses qui se passent dans ces films qu'il ne raconte pas parce que c'est trop horrible, donc il ne va pas les raconter. Et ça, c'était typiquement ça. C'est-à-dire qu'ils étaient sur une enquête policière sur une jeune fille qui a été tuée, et on passait en revue le machin, on ne saurait jamais qui l'a tuée. Mais en fait, dans sa tête, dans la tête de Frost et Lynch, c'était le père. Or, la chaîne, à un moment dit, maintenant, vous devez nous dire qui est l'assassin. Tu veux que j'aille vite, c'est ça, je suis trop long. Non, vas-y, je continue. Je prépare la suite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je me levais, c'est pas possible, toujours rester assis sur ces trucs-là. Et je vais me mettre à vous. Attention. En fait, ce qui se passe, c'est que Frost et Lynch doivent se retrouver pour faire un épisode où on sait qui a tué Laura Palmer. La chaîne ne leur laisse pas le choix. Maintenant, vous dites qui a tué Laura Palmer, ça va bien, c'est une connerie.
Et en fait, eux, ils avaient toujours eu cette idée, mais ils s'en étaient jamais parlé. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé qu'ils ne se diraient même pas qui a tué Laura Palmer. Ils avaient leur idée, etc. Ils l'écrivent sur un papier. Et en fait, ils regardent les papiers qu'ils ont mis, et ils ont mis tous les deux Leland Palmer. Donc ils avaient tous les deux choisi Leland Palmer. Ah oui. Ils étaient tous les deux raccords là-dessus. Et donc ils font l'épisode où c'est Leland qui a tué Laura. Ça, c'est un premier truc qui change tout. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il a cassé le tabou principal, qui était le tabou de l'inceste, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que la série va continuer, mais elle va continuer avec cette espèce de handicap qu'on a découvert qui a tué Laura Palmer. Donc on crée un autre récit autour de ça. Et les spectateurs ne suivent pas. Les spectateurs, une fois qu'ils savent qui a tué Laura Palmer, bon, l'audience commence à partir. Et Lynch quitte la série, Frost quitte la série, et pendant un moment, la série, elle navigue comme ça, dans le vide, pendant des épisodes, avec des scénaristes un peu qui tiennent la baraque, qui sont Harvey Pekton et Robert Engels, mais ni Lynch ni Frost dessus. Les acteurs, ils savent pas trop ce qu'ils foutent. Cooper, il a même plus son costume. À un moment, il est avec des espèces de chemises à carreaux. Ah oui, on lui a retiré son badge. On lui a retiré son badge, oui. Non mais bon, c'est une blague, mais c'est quand même comme ça que c'est montré. Il y a un problème de continuité de l'univers. Et l'intrigue, c'est une espèce de duel entre lui et son supérieur hiérarchique, Wyndham Earl. Et Wyndham Earl est dans Twin Peaks, il commence à tuer des gens en avançant des cases sur un échiquier et compagnie. Bon, ils reviennent, et là, quand ils reviennent, il y a ce truc très 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 bizarre, c'est que l'épisode final, la décision de l'épisode final, à ce moment-là, n'est pas du tout de Lynch. Lynch, il n'est pas scénariste du dernier épisode. Il va le transformer, mais il n'est pas scénariste. Mais le dernier épisode, il est écrit par Robert Engels, Harvey Pekton et Mark Frost. Lynch, il revient pour le filmer. Il est de nouveau là, et tout ça, mais pas trop ce qui se passe. Et eux, ils ont cette décision, je crois qu'elle revient à Harvey Pekton, cette décision, qu'à la fin de la série, donc quand ils vont arriver dans cet endroit qui s'appelle la Black Lodge, ils n'ont pas du tout décidé que c'était la pièce rouge du rêve de Lynch. Hein. Ils ont imaginé une espèce d'endroit un peu genre médiéval, avec des prêtres, avec des capuches. Je sais pas quoi, enfin, un truc un peu ésotérique, mais un peu craignos, quoi. Et dedans, en fait, donc, une espèce de machin de combat. Wyndham Earl se fait quand même bien dérouiller la gueule par Bob, mais Bob incube Cooper, et Cooper ressort et il est Bob. Ouais. Et Lynch va se retrouver à mettre ça en scène. Il vire tout leur décorum débile. Il met juste sa pièce rouge, il reprend ses figures clés qui sont ses figures importantes, le nain, le géant, le vieux serveur, Laura, il met là, et il remet tout ça en scène. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il crée une espèce d'univers, d'esthétique, de rythme, d'ambiance, où le temps est détraqué, qui n'a jamais été détraqué avant dans son cinéma et dans la série. Il commence à détraquer le temps. Il détraque le temps et il détraque aussi le rapport au goût. Parce que Cooper, il arrive et on lui propose un café. Il prend le café et c'est une espèce de truc dégueulasse, etc. C'est des formes qui changent. La nourriture, donc, qui était une espèce de truc clé, et de Lynch et de Twin Peaks, devient un truc répugnant. Les morts reviennent, et puis les personnages se permutent. Une personne est à la fois Caroline, Annie, Laura. Tous ces éléments-là vont être des éléments qui vont finalement durer dans tout le reste de son cinéma, jusqu'à saison 3. Ça va être continu dans tout le reste de son cinéma. La temporalité va rester la même. Cette nouvelle temporalité va s'imposer. Et en fait, le Cooper qui sort dans l'état de Bob, quoi, c'est le cinéma de Lynch aussi qui sort dans l'état de Bob. Il sort dans cet état-là. Il sort une espèce de truc. C'est pour ça que quand on arrive dans la saison 3, il y a besoin d'une espèce de truc il doit ressortir de la Black Lodge. Le truc de ressortir de la loge. Parce qu'en fait, même tout le cinéma jusqu'à l'heure était dans la loge. Et ça ne se fait pas sans gros problème, sans dommage.
Alors, il nous reste, le petit challenge, il nous reste 20 minutes pour clôturer l'histoire, donc on va accélérer. Et c'est intéressant parce que là, le thème de Judy est intéressant du coup par rapport à ce que tu dis. Donc la scène de Philadelphie avec David Bowie, comment vous avez compris ça? Qu'est-ce que fait David Bowie? D'où il vient? Et qui est Judy? Pourquoi il ne veut pas qu'on parle de Judy? Est-ce que vous avez des hypothèses maintenant ou pas par rapport? On vous laisse la parole. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que le petit singe est vraiment Judy quand on revoit le singe juste avant de voir... Ouais. Ah, est-ce que ça serait le singe? Parce qu'il n'y a pas le sous-titre en fait. Non, il me demande s'il dit vraiment Judy. Ah, est-ce qu'il dit vraiment Judy? Bonne question. Pas facile. Il n'y avait pour pas ça. écrit. Il n'y a pas le sous-titre. Non, ça n'a jamais été sous-titré de Judy. Non, Ça n'a jamais été sous-titré de Judy. Et pour l'avoir vu beaucoup de fois, les fois où j'ai commencé à me dire qu'ils disaient Judy, c'est très tardivement après l'avoir vu. Et c'est aussi peut-être parce qu'on m'a dit qu'ils disaient Judy. Oui. Et au bout d'un moment, On voit Judy partout après, faites attention. on entend Judy. Enfin, il dit quelque chose. Il dit un truc. Alors, il est possible aussi, parce que Lynch a un côté farceur, parce que l'origine concrète de Judy dans le film, avant que ça devienne le Judy de la saison 3, si on est dans un truc très terre-à-terre, là, c'est vraiment une blague. On voit bien comme tel. Bowie, il arrive dans un espèce de sale état, il dit on va pas parler de Judy, hein, c'est hors de tout ça. Dans un langage de... dans un langage de... comment de clair, de spectateur premier degré, et sans avoir la Judy de la saison 3, c'est une nana avec qui il a couché sur une affaire, il n'a juste pas envie qu'on en parle, c'est classique quoi. Genre, on l'a déjà fait chier avec ça. On va laisser Judy hors de tout ça, d'accord? Parce que sur le plan symbolique, ça correspond à rien. Je dis, on en avait discuté, il n'y a pas de truc à chercher dans le nom. Et l'origine de cette scène, embêté. Elle est à chercher, enfin comment dire, c'était une blague, c'est-à-dire que c'était Judy, c'était le nom de la belle-sœur de Robert Engels, donc le co-scénariste du film, et il téléphonait tout le temps pour elle, alors il était en train d'écrire un scénario de faire plus. Et toujours, non, Judy n'est pas là. Ok, je laisserai le message à Judy, etc. Et Lynch, à côté, c'est Robert Engels qui a dit, on va foutre une Judy dans le scénario. Donc au début, Judy, ça devait être la nana que Bowie fréquentait à Buenos Aires, puisqu'il revient de Buenos Aires, il y avait une affaire à Buenos Aires avec une Judy. Et il ne reste pas le truc de l'affaire à Buenos Aires, elle est virée du film. Il y a juste le moment où il revient et il évoque ce truc de Judy. Est-ce que, alors qu'il faisait le film avec juste cette scène-là, et qu'il y a le petit plan du singe, on voit que le singe il prononce quelque chose, il fait un mot. Lynch derrière pour se marrer, il a peut-être fait comme ça. Ah non, mais genre une joke. Et du coup, 25 ans plus tard, c'est devenu une entité démoniaque surpuissante. Donc vous voyez comme quoi ça tient à pas grand-chose. On a 5 minutes de plus. Ce truc de ça c'est modifié. Évidemment, maintenant pour nous, Judy, c'est une vision absolue du mal, quoi. Mais... Alors, allons-y sur la question. Juste un dernier détail, désolé, je prends beaucoup de temps. Parce que pour dire que c'est un mec qui me laisse abuser, dans saison 3, il a fait plein de petits sons pour se marrer, dont les sons du personnage qu'on voit qui saute là, avec le tomahawk et avec le nez pointu. Vous voyez le Jumping Man. Dans le Jumping Man, dans la saison 3, à un moment on le voit en train de partir en courant. C'est quand Cooper vient avec l'homme avec seul bras et qui vont parler à Bowie, on voit lui en train de fuir. Il fait... Il y a des fous qui ont ralenti pour voir ce que c'était. C'est Lynch qui parle à ce moment-là. Et il fait... Vite, courons! Mike est là, vite! Je ne veux pas voir Mike! Mais c'est sûr que c'est ridicule, c'est pour comique. Bon, alors on peut dire c'est vrai, il a probablement peur de Mike, ce personnage. Mais il fait vite, courons, plus vite! Comme ça. Et c'est Lynch qui s'est marré, il s'est fait ses bruits, il s'est marré. Comme c'est probablement lui qui dit Electricity, parce qu'il est dans sa salle en train de faire tous les sons, et il fait ses sons, quoi. Donc alors, il parle lui. Alors c'est quoi le souci avec l'électricité? Ça, on a vu l'histoire du feu, l'électricité. Alors comment vous concevez ça? Comment vous avez perçu ça dans le film? L'électricité est associée à un chiffre, je ne sais pas si vous avez vu. C'est le chiffre 6. Hein, le chiffre 6, effectivement, en symbolique, c'est le 9 à l'envers. Donc c'est quelque chose ça serait le feu d'en bas. Hein, si on prend l'alchimie avec la transformation, l'homme 9, le 9 en haut, le feu d'en haut. Et le 6, le feu d'en bas.
Donc l'électricité serait le feu dans... Et quand on regarde l'imaginaire autour de l'électricité, je me suis... si vous allez voir le musée, vous avez la fée électricité de Raoul Dufy, et vous avez quelqu'un qui est une chercheuse que j'ai rencontrée, qui s'appelle Annie Lobé, qui parle de la fée électricité, fée ou sorcière. Elle travaille sur les effets des ondes sur la santé. Et je vous rappelle que David Bowie a joué Nikola Tesla dans un film sur la magie qui s'appelle Le Prestige. Et là, Tesla, il travaille sur ce qu'on appelle l'énergie éthérique. Bon, c'est juste un petit lien. Et Lynch voulait Voilà. travailler un scénario sur Tesla aussi, qu'il n'a pas terminé. Il s'était intéressé à Tesla. Et dans les commentaires de Mark Frost, où est Philip Jeffries? Et ben, dans le bouquin que Frost a écrit et les trucs, Philip Jeffries, il serait dans le monde éthérique. C'est pour ça qu'on le revoit sous forme de... Donc il y a quand même des choses intéressantes entre les rôles de David Bowie. Vous voyez, c'est un film un peu monde Twin Peaks qui va se connecter avec d'autres histoires. Voilà. Hein, alors, on va juste revenir peut-être sur des grandes questions clés. Hein, les hiboux. Alors, pourquoi les hiboux ne sont pas ce que l'on pense? Qu'est-ce que le hibou symbolise dans Twin Peaks? Allons-y. Pourquoi T'as mis la solution aussi. Ah, pas totalement. Non, il y a une citation que j'ai prise dans un bouquin, mais... Alors, le hibou, si vous connaissez Chris Marker, il a fait l'héritage de la chouette, c'est clairement la sagesse. Hein, la chez chouette, Marker. c'est la sagesse. Ouais. Et le hibou, ça serait quoi? Pourquoi les hiboux ne sont pas ce que l'on pense? Alors, là, on n'a pas trop vu de hibou là-dedans, en fait. Hein. Sauf ce signe qui serait potentiellement à un moment donné un hibou. Il n'y a qu'un seul hibou dans la saison 3 aussi. Ouais, pas beaucoup. Alors par contre, si on prend le bouquin de Mark Frost, voilà, c'est la fin du bouquin. Les hiboux qui ne sont pas des oiseaux ordinaires occupent une fonction importante, c'est la fin de Secret History of Twin Peaks. Il nous rappelle de regarder dans les ténèbres. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait peut-être pendant 2h30, c'est de regarder dans les ténèbres, virtuelles ou réelles. Alors de David Lynch, du monde, ça c'est à vous de voir, je ne sais pas. Voilà, les symboles. Alors, regardez effectivement, voilà, c'est des images, hein. J'en dis pas plus par rapport à la saison 3, mais voilà, il y a un rapport. Alors, il y a un rapport aussi avec ça, mais j'en dis pas plus. Ça va vous donner, voilà. Alors, on va se poser deux questions pour terminer cette petite rencontre, les deux questions fondamentales. Alors, voilà, ça, important. La rose bleue. Pourquoi on ne parle pas... Il y a deux choses dont on ne parlera pas dans le film qui sont fondamentales. Judy, développée dans la saison 3, et la rose bleue. Pourquoi? C'est quoi cette histoire de rose bleue? Là, tout de suite, dans le film, ça vous a évoqué quoi? La rose bleue, en symbolique. Pourquoi la rose et pas le chou-fleur ou, je sais pas. La rose croix. Les roses croix. Quel rapport avec les roses croix? Est-ce qu'ils font partie d'une société rosicrucienne initiatique, vous pensez, le FBI? Je sais pas. Bizarre, ça. Alors, il y a bien quelque chose autour de la rose bleue, je vais vous montrer. Même dans le nouveau visuel de Twin Peaks, on a mis la rose bleue. Ça c'est un fake, hein, l'affiche, hein, mais on trouve ça sur Internet. Alors, bon, pas comme, on va peut-être écouter sur la rose bleue, du coup, parce que sur cette scène que tu as beaucoup commenté, pourquoi elle a une rose bleue? Cette scène, oui, elle est capitale, et la rose bleue dans cette scène est capitale. Et c'est toute la scène qui est vraiment très importante, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup dit déjà, donc si vous l'avez déjà entendu, si vous l'avez déjà vu, vous allez être déçus, j'en répète la même chose. Et c'est, en gros, c'est la première, une fois où Lynch se met en scène en train de montrer une de ces scènes et pour dire, grosso modo, il n'y a pas rien à raconter, il y a beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire qu'il montre ça à ces deux agents du FBI, et après, eux, ils décrivent la scène. Mais la scène elle-même ressemble vachement à une scène que ferait Lynch dans n'importe quel de ses films, ça. Normalement, il te montre ça, il ne t'explique pas derrière. Il y a juste une femme qui est en train de danser avec une rose bleue, machin. Ça, c'est une scène de Lynch classique. Sauf que là, ils décryptent entièrement, ils font de A à Z tout ce qu'il y a dedans. En particulier, genre, qu'est-ce qui manque dans cette phrase? Enfin, on détaille toute la symbolique de la scène qu'il vient de leur montrer, et c'est pas pour rien que c'est Lynch qui montre cette scène. Et jusqu'au moment où ils arrivent à la rose bleue, et là, il y a un truc comme un interdit, un truc on ne peut pas parler de ça. Alors, évidemment qu'on a toute une histoire de la rose symbolique, que ce soit la rose du type qu'on a dans le mystique d'Angelus Silesius, la rose c'est sans pourquoi et pourtant elle fleurit, que ce soit pour moi, à mon avis, c'était plus la fameuse expression latine, sub rosa, sous la rose, c'est-à-dire dans le secret.
C'est-à-dire, grosso modo, ils appartiennent à une organisation secrète au sein du FBI. C'est très clair, c'est dit de façon très claire. C'est Bowman, Dale Cooper ou Phil Jeffries avec Gordon Cole. Ils ont un rapport secret, ils ont des codes secrets, ils travaillent sur quelque chose qui est secret. Et cette chose qui est secrète, c'est le surnaturel. C'est comme X-Files avant X-Files. Mais c'est un groupe d'agents du FBI qui travaillent sur le surnaturel. Mais avec quelque chose d'étonnant, c'est qu'on a le livre bleu, le Blue Book, on pense au début qu'on est sur les extraterrestres, et on passe des extraterrestres aux intraterrestres. Ouais, en tout cas, c'est pas des extraterrestres. C'est pas des extraterrestres. Ah, vraiment, ils sont étranges. Oui, parce que le Major Briggs, on pense qu'il est... et ça fait vraiment développer ça. C'est-à-dire qu'on passe de l'extra à l'intra. C'est-à-dire qu'on regarde à l'intérieur de la Terre, et peut-être aussi, ça va être la trame, parce qu'il va falloir conclure, que Lynch, il nous dit, mais regardez dans vous-même, quel est votre gobe et votre aura intérieure. Oui. Donc on va, dernière question, puisque le temps vraiment passe, on est sous le temps. Tu avais pris les Lost Children. Oui, voilà, c'est vrai que c'est pour vous montrer un exemple de... Alors, quelques images. Là, je vais passer beaucoup d'images, et puis on conclut sur Laura Palmer, et on aura fini notre petite démonstration. Des références à la geste arthurienne et au Graal, énormément. Oui, je vous montre 2-3 images comme ça, d'accord ? Ça convoque beaucoup. La saison 3 va développer tout ça de façon très intéressante. Je crois qu'il faut vraiment voir. Moi, je regarde pas beaucoup de séries télé, mais là, ça m'a vraiment marqué cette saison 3 sur la puissance de la symbolique, notamment ces scènes-là qui sont magnifiques. La question du fireman dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est lui l'alchimiste suprême ? Voilà, je vous laisse faire votre doxa. Est-ce que c'est le démiurge ? Voilà. La question que je me pose, la réponse, c'est qu'est-ce que c'est que cette espèce d'objet pour tout le temps ? C'est un commutateur d'énergie. D'énergie, ouais. Mais il y a quelque chose, ouais. C'est un monolithe mou. Un monolithe mou par rapport à 2001. On peut voir plein de choses. On voit tout le long de cette saison-là, il y a plein d'endroits différents. Et là, en plus, là, il y a un plan où on voit qu'ils en ont plein. Ouais. Ils ont une réserve. Ils ont une réserve de ce truc-là. Il y avait un gars qui avait trouvé que ça ressemblait beaucoup à un vieux truc, des vieux trains en fait. Ouais. On était dans un musée de vieux trains qui avait montré ça ressemblait beaucoup à ça. Je sais plus exactement à quoi ça servait comme pièce, mais ça ressemblait à un truc. Une pièce qui était sur un vieux train. Et ça irait parce que quand même il y a toute cette histoire du train. Alors, Laura Palmer, parce que c'est quand même elle qui est la héroïne, on va finir sur elle. Qui est Laura Palmer pour vous ? Pourquoi elle est si importante ? Alors c'est vrai que si vous avez vu la saison 3, vous avez compris, j'imagine. Mais allez-y, voilà, donnez des... sur Laura Palmer. C'est quoi cet enjeu entre... On l'a bien vu, et c'est pas facile à saisir. Le fait que si elle prend la bague, Bob est obligé de la tuer. Et le plan de Bob, c'était quoi le plan de Bob ? Est-ce que c'était tuer Laura Palmer ou la posséder ? C'était deux. Et pourquoi il veut devenir Laura Palmer ? C'est qui Laura Palmer ? Pourquoi elle est si importante ? Pourquoi on a dit que c'était The One ? C'est pas évident à capter dans ce film-là. Moi, j'ai capté des choses. À un moment donné, elle dit quelque chose, et là, c'est la première fois que je l'ai capté, quand elle parle de flotter dans l'espace, de tomber à une extrême vitesse, comme si elle l'avait vécu. Elle était déjà tombée sur Terre, elle avait déjà fait ce truc. Si vous avez vu l'épisode 8, vous avez compris pourquoi elle dit ça. Et vous pouvez le comprendre qu'après. Donc je vais vous montrer 2-3 images aussi, autour de cette Laura Palmer qui est très mystérieuse. Bon voilà, il y a cette idée aussi de scène. Alors, l'idée de l'actrice déchue, de la femme déchue, ça c'est dans tout le cinéma de Lynch. Le conte gnostique, le sens gnostique. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est on prend un nom, et Laura peut devenir Laura. Une sorte de Laura. Et là, on voit bien, j'en dirai pas plus. Voilà, dans la saison 8, Laura, c'est ça, c'est une orbe de lumière. Mais bon, ça, j'ai dit pire et rien quand je dis ça. Et après, si on veut aller, la question de l'ange qui disparaît. Alors ça, effectivement, apparemment, alors, on va en venir à la fin. Pourquoi cette fin ? Il y a un truc mystérieux avec ce tableau, c'est que les fans ont cherché à savoir pour voir la source. Oui, ils n'ont pas trouvé la source. Voilà. Ils n'ont pas trouvé la source de cette image. Donc, probablement c'est un truc qui a été fait pour le film, ce qui est tout à fait étrange parce que c'est tellement des images de mauvais goût et tout. Mais ou alors ça a été trouvé dans un dépotoir, enfin dans un petit truc des puces, et que c'était fait par des particuliers, donc on ne retrouve pas la source, c'est normal. Mais il n'y a pas de source iconographique pour ce tableau, ce qui est assez curieux. Alors, puisqu'on a la fin, peut-être la fin. Comment vous avez trouvé cette fin ? Est-ce que c'est la fin de Twin Peaks, la fin absolue, la fin relative ? On est où ? On est dans le futur ? On est à la fin de la saison 3 ? On est où là quand on est là ? Alors, on vous laisse la parole et on conclura là-dessus.
Pour moi, on est dans l'intemporel, justement. On est hors du temps, monsieur, ouais. Et dans la rédemption, enfin, Oui. c'est messianique, là. Voilà. Avec l'ange, on est totalement dans une autre dimension. Mhm. C'est la rédemptrice, enfin, pour moi. Alors voilà, Cooper effectivement a l'air de jouer la figure du mentor et de l'aide là, parce que Cooper elle communique par les rêves, vous avez compris. Voilà. D'autres personnes veulent s'exprimer sur la fin parce qu'elle est quand même très surprenante cette fin. Mais même là, avec cette fin, il est très farceur parce que Ouais. moi, tous les films que j'ai vus de David Lynch, il y a toujours un fil conducteur Ouais. où il commence par des dualités, Mhm. le bien, le mal, et puis il explose cette dualité. Mhm. Et il montre le malaise et la base, la matière première qui sous-tend cette dualité. Mhm. Et pour moi, Laura, elle représente le fondement, en fait. C'est Mhm. cette matière première qui va s'amuser de tout ça, en fait. Donc, pour moi, cette fin-là, elle peut être interprétée comme une rédemption, mais c'est une femme libérée, c'est une femme dévergondée. Enfin, elle n'a pas besoin de rédemption non plus. Je veux dire, Oui. c'est l'explosion des dualités, c'est la vie. quoi. Moi j'ai l'impression qu'ils Alors, sont le prisonniers feu. en fait. Alors allez-y. J'ai l'impression qu'ils sont prisonniers, Ils sont encore prisonniers. quoi. prisonniers d'eux-mêmes, prisonniers. Il y a encore une autre prison qui serait une prison dorée, celle-là. C'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que pourquoi cet imaginaire effectivement. Alors pas comme ton éclairage sur la fin de Twin Peaks. Alors, c'est très difficile. Difficile, Parce que, ouais. J'aimerais juste dire un truc. Je ne sais pas si vous avez, beaucoup d'entre vous ont lu l'autobiographie de Lynch qui est sortie le dernier mois. L'espace du rêve. L'espace du rêve en français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le type de figure qu'est Laura est le type de figure qu'il a inventé au-delà de ce film, parce qu'il y a une anecdote qui suit le film, où en fait il est resté en contact. Lynch, dans ce livre, révèle beaucoup de ses histoires d'amour. C'est une espèce de continuum du livre, c'est qu'on sait des noms de copines, mais en fait, dans ces noms de copines, on va trouver des Judy et des Betty et des je sais pas quoi, vraiment des paquets. Et il y a eu une ex-copine à lui, avec qui il est sorti un petit peu quand il était jeune, avec qui il était resté en contact par écrit. Et il apprend qu'elle est morte. C'est pas très longtemps qu'il fait la copine. Il va carrément mener l'enquête, obsessionnellement. Il raconte ce truc-là. Il va aller dans la ville où elle vivait, parce qu'il est persuadé qu'elle ne sait pas, que c'est lié à un accident d'un suicide ou d'un assassinat. Et il veut savoir ce qu'elle a vécu. Il voit qu'elle a vu des mecs qui n'étaient pas des mecs bien, etc. Il s'est mis à enquêter et à rechercher. Et je pense qu'il y a une obsession de Lynch vers ce type de figure. C'est-à-dire que Laura est une sorte... C'est le personnage féminin. Bon, il en est tombé complètement fou amoureux, hein, il n'y a strictement aucun doute. Il est tombé amoureux d'un personnage de fiction, comme on tombe amoureux d'une personne réelle. Et donc il en était obsédé au point de, dans la saison 3, trouver un twist, un truc pour faire qu'elle revienne, pour qu'elle ne soit pas morte, quoi. Et c'est un truc très très net, c'est que c'est une figure qui est une figure extrêmement aimable, mais je sais pas, c'est-à-dire qu'elle comment dire, elle n'est pas réductible à une fonction. Bien sûr, c'est avant tout une image du bien pour Lynch, le rappelle. Quand on voit le film, on se dit bon, c'est une image du bien très dévergondée et des fois un peu colérique aussi, mais c'est vraiment une image du bien. Et c'est pour ça que dans la saison 3, elle devient carrément l'image du bien absolue. L'orbe qui a été créé bien antérieurement à sa naissance sur Terre, quoi. Très antérieurement, pour contrer les effets délétères de Judy. Mais en fait, on peut l'analyser aussi autrement, c'est que si on considère que le Judy, la saison 3, c'est avant tout l'amnésie sur la réalité de l'horreur de ce qui a été vécu, c'est toujours une espèce de couche d'amnésie, puis on refuse de voir l'horreur, etc. L'aura, c'est une espèce de vérité qui ne peut pas être détruite par cette amnésie. Ça ressort quand même, ça réapparaît quand même. Il y a une espèce de truc, une sorte de couche qui éteint et qui lisse, qui polie et qui fait que la vie est de nouveau convenable. Ça, c'est ce qu'on voit dans le premier Twin Peaks, où il y avait un tabou qui était caché, et on essayait de créer une espèce de vie convenable autour de ça, avec tout son comique, avec tous ces trucs de policiers, etc. Avec quand même, disons, l'idée d'une vie qui fonctionne, d'une ville qui fonctionne, d'une communauté des hommes, quoi. L'idée de la communauté des hommes qui se nourrit de l'amnésie sur ses propres conditions d'existence. Dans la saison 3, c'est très clairement associé à la question de l'Amérique, puisque c'est
la puissance de la bombe atomique, qui crée la prospérité américaine, c'est associé à ça. La bombe atomique, le génocide amérindien. Donc on a, grosso modo, l'idée de quelque chose manque et tu le retrouveras dans ton passé. Rappelle-toi de ton passé. La japonaise avec les blessures infligées par Hiroshima, le frêne pour les victimes d'Hiroshima, l'image de la bombe atomique, et à côté de ça, les années 50, si aimables, avec l'amour, la musique des Platters, etc. Et ça, c'est la condition de la prospérité américaine, c'est les horreurs qui ont été commises par l'Amérique elle-même. Et à un moment, il y a un payback, à un moment, il y a un remboursement. Et à un moment, il y a le truc et ça tient plus. Et donc, il y a l'appauvrissement de toute la ville qui arrive de toute façon. Et ça, cet ensemble-là, c'est Judy. Judy, c'est tout ça, en fait. Judy, c'est toujours un peu plus encore. C'est l'ensemble de ce truc-là. Et c'est à travers tout ça, ça peut être ça, et ça peut aussi être, du coup, Madame Palmer. Pourquoi ? Parce que Madame Palmer, c'est celle qui sait que Leland viole sa fille, mais qui dit rien. Elle laisse faire, elle fait comme si elle ne s'en rendait pas compte. Elle est dans une pratique permanente de déni par rapport à la réalité. Elle est dans la pratique permanente de déni. Donc c'est le déni, c'est l'oubli, c'est l'amnésie, c'est toutes les formes de refus de regarder la réalité en face. Face à ça, Laura, c'est la réalité en face. C'est vraiment la réalité en face. Et ce film-là, je crois que c'est si important pour Lynch parce que c'est son film préféré à Lynch, avec Eraserhead. Mais c'est clairement ce film-là, il tient d'une façon totalement. Il a été très mal perçu, très mal reçu, et ça l'a complètement traumatisé que ce film a été très mal reçu. Il n'a pas du tout compris, quoi, parce qu'il avait vraiment l'impression d'avoir fait son plus beau film, etc. Enfin, plus exactement, à mon avis, il avait créé son plus beau personnage. Avec Laura, il avait créé ce personnage le plus réel, le plus vivant, le plus juste. Alors, quelques conclusions sur ce ciné-club, pour vous montrer aussi un écrit que tu as mis là, je crois que c'est l'évangile gnostique de la Pistis Sophia, qui est intéressant parce que vous avez cette idée du féminin sacré qui vient sur Terre pour quelque chose. Et c'est quand même dans Twin Peaks. Hein, voilà. Vous dire qu'on dit que Twin Peaks est une œuvre dantesque, il y a des références à Twin Peaks forcément dans l'enfer intraterrestre dans la Divine Comédie, de Dante, où effectivement, Dale Cooper, c'est peut-être quelqu'un qui fait un voyage aux enfers aussi. Laura, c'est peut-être sa Béatrice et Annie. Alors, on n'a pas eu le temps de parler d'Annie, mais bon, tant pis, hein, on ne peut pas parler de tout. Voilà, elle est dans les scènes coupées, Annie beaucoup plus. C'est les scènes coupées de 1h30 que vous pouvez voir sur. Voilà. Lynch est-il sorti de la loge? À vous de voir la suite de son œuvre. Est-ce que, effectivement, quelle est la mission? Est-ce que c'est sauver ou retrouver Laura? Pourquoi faire? Ça, c'est une des questions clés. Est-ce que Cooper, il a eu un parcours d'individuation à la jungienne, c'est-à-dire est-ce qu'il a réussi à devenir autre chose qu'un chevalier du FBI? Est-ce que, finalement, dans ce film-là, on est passé dans les 3 phases de l'alchimie? Je ne suis pas sûr, moi, mais en tout cas, on est clair que là, on a travaillé la question des ténèbres, hein, parce que les hiboux nous renvoient à la question des ténèbres, elle est fondamentale. Un poème de Lynch qui est intéressant, qui s'appelle Dark, essayez de le trouver sur Internet, parle exactement de ça. Donc voilà, je vous le mets, je ne vais pas vous faire la traduction, vous le trouverez par vous-même, parce que là, il faut conclure, à un moment donné, les choses ont une fin. Et je vous propose une phrase pour conclure ça, telle que je le perçois. Voilà, c'est une sensation que ce n'est pas la vérité absolue. L'homme, il cherche la vérité, guidé par des signes. Voilà, plein de signes, des synchronicités, mais s'il est seul, s'il n'a pas un lien avec un centre initiatique, une Rose Project, une Rose Blanche, s'il n'a pas changé de conscience, c'est-à-dire s'il n'a pas réussi à se connecter à la princesse, qui serait Annie, parce que le personnage d'Annie est sacrifié dans l'histoire. Hein. Elle est encore dans la loge, elle meurt, elle est dans le coma. Et bien, il devient quelque part les instruments des forces occultes du monde du reflet. Et c'est ce qui arrive à Dale Cooper dans la saison 2. Il succombe à la peur. Donc la question du cycle, c'est est-ce qu'on peut se libérer de la peur? Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Quand vous voyez ce film, Lynch, il vous invite à vous réveiller. Le rêveur, c'est vous. Là, on a rêvé pendant 2 heures. Vous revenez dans votre monde. Qu'est-ce que vous en faites? Donc effectivement, Lynch, il y a des symboles. Et il fait expérimenter le diabole. Le diabole, c'est la division. Le diabolique, c'est pas forcément le diable et Satan, c'est la division de l'homme. Laura Palmer, elle est divisée entre 2 amoureux, 2 figures, hein, la Vierge Marie et puis Marie-Madeleine, hein, c'est un peu les 2. Par contre, ce qui est intéressant, hein, c'est la question de la position de Laura. On n'a pas eu le temps de trop développer, mais moi j'ai l'impression que Laura n'a pas peur de sa peur. Elle accepte la mort plutôt que de s'ouvrir à Bob. Hein, c'est-à-dire qu'elle a conscience que si elle meurt, c'est pas grave.
et qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut nous-mêmes nous libérer de la peur? Et là, je vais conclure ce Krishnamurti. Krishnamurti, lui, il est sorti de la loge, pas comme l'avait évoqué. Il a envoyé balader la théosophie et leur maître tibétain. Il a dit quelque chose d'intéressant, que je vais continuer à tisser avec vous dans les prochains ciné-clubs, c'est ça. La peur est une souffrance. La peur est la non-acceptation de ce qui est. La peur n'existe que par rapport à quelque chose. C'est l'esprit qui crée la peur. Seule la connaissance de soi peut vous affranchir de la peur. La connaissance de soi est le commencement de la sagesse et la fin de la peur. Voilà. Et effectivement, le cinéma nous amène à nous connaître nous-mêmes et à voir effectivement quelles sont en nous la part d'ombre, la part de lumière. Et à partir de là, peut-être qu'on peut commencer à voir le monde autrement. Et je vous invite à poursuivre ces expériences avec deux choses. Déjà lire les livres de Pacom. Je pense qu'on peut remercier et applaudir Pacom Clément pour sa prestation. Lisez effectivement Sycamore, Sycamore, La Révolution gnostique, surtout La Victoire des 100 rois que je vous recommande, et bien entendu les 3 essais sur Twin Peaks. La trilogie sur la peur continue le mardi 29 janvier avec La Nuit du Chasseur, qui serait peut-être le film culte de Lynch, et Shining de Stanley Kubrick, qui reprend la thématique du labyrinthe. Il y a des liens entre ces 3 films, et à la fin du cycle, je vous montrerai comment ces 3 films nous racontent une histoire. Le principe étant que je pars du principe que Laura Palmer, si elle est peut-être morte à un moment donné, eh ben elle se réincarne dans un petit enfant, et ce petit enfant, il y a un monsieur qui vient le voir et qui veut, c'est Robert Mitchum. Et après, ce petit enfant, il va devenir l'enfant de Shining, et en fait, ces 3 enfants, ils vont faire des expériences différentes de la peur, ils vont sortir transformés de cette épreuve, et c'est l'aventure que je vous amène à, si vous avez envie de suivre. Je serai heureux de vous revoir bientôt, et vous pouvez suivre les infos sur ultrazonetv.fr où je vais poster un certain nombre d'analyses, et la vidéo qu'on va faire ce soir, qui a été faite par Léonard, que je remercie, cette vidéo sera postée sur la chaîne Dailymotion Ultrazone TV. Voilà. Merci à vous d'être restés si tard. Merci au cinéma de nous avoir accueillis. Ah, bah c'est gentil.